Mesdames, Messieurs, heureux de vous savoir au rendez-vous une fois encore de votre émission débat 100% Bénin. La vacance du poste du maire de Cotonou au Bénin lors du 1er août de cette année, commémorant le 57e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, n'aura été qu'imaginaire. Le maire suspendu le 28 du mois de juillet a vu son poste 48 heures plus tard occupé par son premier adjoint et ce, conformément au test de loi en vigueur. L'administration communale peut alors continuer à fonctionner normalement comme si de rien n'était. Une hypothèse plutôt chimérique car quelques minutes seulement après la dite cérémonie d'installation conduite par le préfet du littoral et président du CDCC, le conseil départemental de concertation et de coordination s'éteint. De ses membres, les chefs d'arrondissement y siégeant ont tenu dans la même salle, sur la même estrade, une conférence de presse dite de clarification des conditions dites opaques et arbitraires dans lesquelles s'est tenue l'audition ayant conduit plus tard à la prise d'arrêté suspendant le maire Liali Soglo. La toute première sortie de leur part, une sortie comme pour relancer le débat autour de la légalité de la suspension prononcée. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait marquer un arrêt sur ce rebondissement manifeste dans l'affaire dite suspension du maire de Cotonou. Ce sera autour du terme installation au Bénin du maire de Cotonou par intérim. La polémique définitivement enterrée ou toujours de mise. Après l'intervention d'experts en développement local et d'hommes de droit sur la question, nous donnons cette fois-ci la parole aux professionnels de médias. Deux d'entre eux sont déjà sur ce plateau, j'ai respectivement avec moi donc la Mabalo, directeur de la radio Soleil FM, et Jacques Bokor, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Matin Libre. Un binôme qu'on a une fois déjà reçu sur ce plateau, si vous vous souvenez très bien, mais sur d'autres thèmes. Donc la Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Jacques Bokor, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, un plaisir pour moi d'être là. Le plaisir est partagé, sachez-le. Isidore, nous l'en font pour tout au moins les 2 prochains mois. Et désormais, l'autorité a appelé à conduire les rênes de la municipalité de Cotonou. Le relais lui a été transmis par le préfet du littoral, ceci conséquemment à l'arrêté suspendant le maire régulièrement élu. La cérémonie a mobilisé plus d'un organe. Je me retourne vers Donclame parce que les vôtres aussi ont pris part à cette cérémonie. L'attente de Soleil FM en se rendant sur ces lieux a-t-elle été comblée? C'était voir le maire en train de passer de service ou quoi exactement? Non, je suis un peu dérangé lorsque vous parlez d'attente de Soleil FM. Non, je crois que sur ce plateau, je ne représente que ma modeste personne. Donc je ne viens pas au nom de Soleil FM. Tout ce que je vais tenir comme propos ici n'engage que moi et non la chaîne de radio. C'est très important pour moi. Alors, l'homme de la plume alors. Voilà. En apprenant qu'il y a une telle cérémonie. D'accord. De toutes les façons, je n'ai pas été surpris personnellement parce que il s'agit des textes de loi sur la décentralisation. C'est ce que les textes ont prévu. Lorsqu'on suspend le maire, c'est son premier adjoint qui prend le relais, tout au moins pendant 2 mois, n'est-ce pas? Le temps de voir comment est-ce que cela va se passer. Si le maire n'arrive pas au bout de 2 mois à retrouver son fauteuil ou au bout de 2 mois, si on n'arrive pas à régler son cas, eh bien, il pourra retrouver directement son fauteuil. Mais vous savez très bien que dans le cas de figure actuel, on va lentement et sûrement vers la révocation du maire de la ville de Cotonou. Ça va se décider en Conseil des ministres. Non, il faut suivre simplement le fonctionnement de nos autorités. Vous constaterez qu'on a tout fait pour accabler le maire de la ville de Cotonou. On a trouvé beaucoup d'éléments. On est allé chez lui faire une perquisition pour l'accabler davantage. Et donc c'est clair que la tête de M. Liali Soglo, à la tête, je le dis, de la ville de Cotonou, dérange. Et donc, on a profité pour régler son compte avant le 1er août, pour éviter donc que le chef de l'État ne se sente obligé de lui serrer la main et donc de faire des civilités républicaines. Dit que tous les citoyens ont leur part apporté au développement et le chef de l'État l'a dit. Je crois que ça va très loin, cette affaire-là. Et puis, malheureusement, il y a quelques fissures qui ont été laissées et le gouvernement en a profité pour régler le compte de Liali Soglo. On appréciera, dans le fond, l'acte du jour. Vous, Jacques Bokor, comme bon nombre de professionnels, quand on vous a annoncé cette cérémonie, vous avez eu sans doute des appréhensions aussi.
Non, appréhension, non. Et je partage entièrement l'observation faite par mon confrère donc l'âme. Si les tests ont prévu la chose, pourquoi ne voulez-vous pas que ça se déroule? De toutes les façons, il doit y avoir quelqu'un pour prendre la succession ou pour assurer l'intérim. Si le conseiller Gnolonfon, l'ancien ministre de la décentralisation, ne voulait pas de la chose, il y a certainement le deuxième adjoint au maire qui est là. Donc, de toutes les façons, il y aura quelqu'un pour assurer les arrières ou l'arrière de Léadi Soglo, puisque les tests l'ont prévu. Maintenant que c'est le premier adjoint au maire et que l'intéressé a accepté le fait, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Alors la cérémonie aura-t-elle suscité un quelconque engouement à votre niveau? Engouement, non. Engouement, non. Ça aurait été un événement si le maire, disons, suspendu ou déchu, j'allais dire, était dans la salle, ce qui n'a pas été le cas. Prévisible? Oui, il ne pouvait pas être dans la salle, puisque depuis vendredi, en griffe, il est introuvable, donc je ne sais pas si lui-même accepterait se livrer comme cela à ses vis-à-vis qui sont à sa recherche ou à ses trousses. Donc je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. On a suivi les tests, vous avez évoqué l'article 60, l'article 61 également. Donc je pense que c'est ce que le préfet a fait, il a respecté les tests. Parlant justement du préfet qui a conduit la cérémonie d'autorité, je vous rapporte ici quelques-uns de ces propos que vous avez certainement suivis aussi. Je voudrais que vous compreniez, s'adressant donc à l'assistance, un peu la responsabilité qui est la nôtre, donc, du gouvernement, à donner le bon exemple aux générations qui nous suivent. C'est beaucoup plus dans ce sens que vous devez comprendre, cite le préfet, l'acte que le gouvernement a été obligé de prendre. Un gouvernement, c'est un gouvernement. Une autorité, c'est une autorité. Et force doit rester à la loi. Donc là, Mabalo? Je ne suis pas surpris des propos du préfet. Ce n'est pas la première fois qu'il tend à réaffirmer l'autorité de l'État. Le préfet Toboula est un préfet que je connais particulièrement pour avoir fait l'École nationale d'administration de magistrature avec lui, que je connais également pour les différents postes de responsabilité qu'il a occupés ça et là avant d'atterrir à la préfecture de Cotonou. J'arrive plus maintenant à comprendre certaines choses. Peut-être que c'est le pouvoir, peut-être que c'est l'autorité de l'État, mais est-ce que quelqu'un a jamais contesté l'autorité de l'État? Personne. Je ne sais pas si le maire de Cotonou a jamais contesté l'autorité de l'État. Ce qui s'est passé à Cotonou, c'est quoi? C'est peut-être une mauvaise ou bonne interprétation des textes sur la décentralisation. Le maire a été élu sur la base d'un programme, n'est-ce pas? Et donc, il y a les moyens, n'est-ce pas, pour lui retirer la confiance de ses conseillers. Il y a également les moyens pour le destituer. Il y a naturellement la révocation qui est un passage en force pour moi. Bon, la suspension et puis la révocation après. Mais si aujourd'hui, on a été obligé d'aller à la suspension et bientôt à la révocation, c'est qu'on a décidé, n'est-ce pas, de laisser les autres étapes. Et donc, si le préfet pense que c'est parce que le maire ne respecte pas l'autorité de l'État et que le maire ne gère pas dans des conditions optimales, il y a également les circonstances pour faire ce qui a été fait. Je souhaiterais qu'on fasse le débat sur les circonstances, n'est-ce pas, de cette décision gouvernementale, même si on peut relever que pendant que le préfet parle d'une décision gouvernementale, le ministre de la Justice semble nous donner l'impression que le gouvernement ne mêlait ni de près ni de loin à ce qui s'est passé là, ce qui pour moi est archi faux. Archi faux. Absolument. Vous prenez les propos du préfet. Je le dis pourquoi. Le préfet est le représentant légal du chef de l'État. Le préfet tient sa légitimité. Attention, le préfet représente dans le département du littoral le chef de l'État et chacun des ministres pris individuellement. Donc, il a sa légitimité directement du président de la République, qui est un élu du peuple. Donc, le préfet ne peut rien faire s'il ne reçoit d'instructions. Pour moi, c'est suffisamment clair. Et donc, ce qui a été fait par le préfet ne peut pas ne pas être connu du gouvernement. C'est totalement faux de penser le contraire. Oui, Jacques Bokor, sur cette clarification que le préfet a tenu à apporter. Non, mais moi, ce qui me gêne dans ces propos, c'est quand il parle d'éducation minimale. Et chaque fois,
il revient sur ces genres de propos parlant d'éducation du maire. Ça doit être un modèle. Oui, et c'est envoyer un message. C'est ce que je souligne et c'est ce que je relève également dans ces propos. Je pense qu'il faut le minimum de courtoisie. Parce que lui, qui veut éduquer, les propos qui sortent de sa bouche n'éduquent pas non plus. Donc, faisons un peu attention. Quand il parle d'éducation minimale, moi, on a quand même suivi ce même préfet. Moi, je ne suis pas venu faire la morale à un préfet. On l'a suivi sans prendre vertement à un ancien chef d'État. En avril 2016, vous avez suivi avec nous ce que nous avons tous suivi. Donc, moi, je pense que quand on parle d'éducation et qu'on veut tout lier à une question d'éducation, et puis on parle de Dieu, et qu'on dit que le gouvernement a été obligé de prendre cette décision, j'avoue que quand j'ai suivi le préfet, il a confirmé ce qui se dit dans l'opinion, que c'est un acte prémédité. Il fallait y aller parce que certainement la personne de Léadi Soglo dérangeait. Et quand vous l'écoutez, il l'affirmait, il le martelait. Et pour en venir maintenant à la déclaration du ministre Diog Benon qui a dit que le gouvernement n'est pas encore informé, peut-être qu'il veut dire que le Conseil des ministres n'est pas informé. Si il fait la confusion entre gouvernement et Conseil des ministres, moi, ça me pose problème parce que si le ministre de la décentralisation a pu prendre un acte aussi fort, je pense qu'il ne pouvait pas le faire, seul. En plus, la célérité avec laquelle on a piloté le dossier. Vous avez suivi le conseiller Raphaël Edou, ancien ministre de la décentralisation. On y revient. Donc, oui, il a bien dit que le préfet, lorsqu'il voulait auditionner le maire, il a dit que lui a reçu un rapport venant de la présidence de la République. Voilà, donc vous voyez, quand on met tout ça ensemble, ça veut clairement dire que c'est le gouvernement qui a piloté le dossier. Mais comment se fait-il qu'on dit aujourd'hui que le gouvernement n'est pas encore informé? Peut-être le Conseil des ministres n'est pas officiellement saisi. Là, ça peut se comprendre. En tout cas, un pas a été franchi. Désormais, un nouveau maire pour conduire les rênes de la municipalité de Cotonou. Le préfet, je reviens sur une autre citation émanant de lui, c'est la première fois. D'ici, Modeste Toboula, de l'histoire de la décentralisation qu'un maire a été suspendu. C'est aussi Alfort, dit-il, donc la Mabalo, pour que la gouvernance locale retrouve enfin totalement ses lettres de noblesse. Quand je l'écoute, j'ai le sentiment que c'est un acte de bravoure qu'il vient d'accomplir, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'un maire a été suspendu. Et il a également ajouté que c'est la fin de la royauté. Vous l'avez entendu, il a dit c'est la fin de la royauté et qu'un prince ne pourrait pas continuer à prendre matin, midi, soir des arrêtés pour distraire les ressources. Non, attention, il a dit beaucoup de choses. Et je crois que lorsqu'on est une autorité de son rang, on est obligé de faire dans la sobriété, n'est-ce pas, et dans le respect des uns et des autres. Je ne sais pas si le premier adjoint au maire de Cotonou, qui était dans l'équipe, n'est-ce pas, de Léadi Soglo, ou qui est dans l'équipe de Léadi Soglo, pourra faire des miracles en 2 mois. Parce que s'il n'est pas élu maire, il n'a que 2 mois en fait d'intérim à faire. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Je ne sais pas si c'est ça qui va redorer le blason de la gouvernance locale. J'attends de voir les résultats. Ce qui est certain, c'est quoi? Ce qui est certain, c'est que on a voulu faire quelque chose, n'est-ce pas? On a fait cette chose-là pourvu que cela puisse amener le développement de la ville de Cotonou. Pour moi, c'est le plus important. On a beau faire tous les débats. Si ce qui est fait là n'impulse pas le développement de la ville, on n'aura rien fait du tout. Et à l'arrivée, on va tirer les conclusions. La filière véhicule d'occasion est malade. Ce n'est qu'un secret de Polichinelle. Paradoxalement, l'horizon semble s'obscurcir chaque jour davantage. L'appel de l'autorité pressentie comme la démarche qui manquait
n'a malheureusement pas pu faire jaillir la lueur d'espoir recherché. Il faudra bien plus, relate nombre d'observateurs, pour sortir cette filière de sa léthargie. Eh bien, le temps presse pour un secteur qui aura tout donné, qui contribue d'apporter beaucoup à l'économie béninoise. Josaphat Dabolinon, sous votre plume, beaucoup de voix se sont offusquées, déplorant ce rendez-vous manqué. Oui, on s'offusque de ce rendez-vous manqué parce que d'office, c'est un échec non seulement pour le ministre en charge de cette filière ou de ces secteurs, mais également tout le gouvernement du président Talon. Parce que vous l'avez signifié dans votre introduction, on l'a souhaité, les acteurs l'ont souhaité, tout le peuple d'ailleurs l'a souhaité, mais au finish, on arrive à la table de négociation et on n'a pas pu gérer et les tensions pour quand même avoir quelque chose de bien à la fin. Ce qui s'est passé, c'est que c'est tellement déplorable, comme je dis, à quand véritablement la fin de cette guerre, à quand véritablement la fin de cette crise qui met au chômage des milliers et des milliers de Béninois. Vous faites un tour dans le parc aujourd'hui, dans cette filière. Hormis bien sûr la décision de justice, hormis déjà l'audit qui a été réalisé et qui a révélé pas mal d'anomalies. Et sur cette base où le gouvernement a décidé en tout cas de mettre sur pied un comité de suivi pour cette filière de véhicules d'occasion, on arrive à la table des négociations et on échoue. Et c'est là le paradoxe. Le paradoxe, c'est que veut le gouvernement qui, à un moment donné, s'est décidé de mettre, ou du moins a décidé de mettre sur pied un comité de suivi qui, normalement, devrait s'occuper de cette crise pour qu'à la fin, nous ayons la reprise normalement de cette filière, pour que nous ayons en tout cas la relance des activités dans ce secteur. Mais au finish, on met les acteurs en place, on va à la table de négociation qui a été souhaitée après plusieurs refus, après plusieurs bruits, et pataboum, on arrive à tout cacher. En tout cas, c'est ce qui a lieu de dire, à voir déjà ce qui s'est passé, comme vous l'avez rappelé, ça s'est terminé comme ça. C'est déplorable, non seulement pour le ministre Hervé Herromain, qui est le ministre de tutelle, mais également tout le gouvernement du président Talon. Ce qui veut dire qu'en fait, la médiation, le lobbying qui devait être fait au niveau des acteurs de ce secteur n'a pas été fait. On s'est précipité, on a voulu offrir quelque chose à ces acteurs qui, au point de vue, en tout cas, à la fin de cette séance qui s'est terminée de cette façon, on a compris que c'est quelque chose, c'est comme on le dit, les enfants, si les enfants vous dérangent, on se dit, bon, prends ça et colle-moi la paix. C'est quelque chose... Est-ce que vous ne voulez pas l'autorité non, ne fait pas vouloir faire un simulacre comment se fait-il que... de tête à tête? Comment se fait-il qu'en fait, on parle de tête à tête, on parle de dialogue entre les acteurs? Vous avez mis en place un comité qui devrait s'en occuper. Il y a eu des relances, il y a eu des demandes, mais ça a été rejeté, mais finalement, vous décidez en tant qu'autorité de rencontrer les acteurs pour qu'on finisse, on balise le terrain pour un nouveau départ. Mais vous arrivez, le jour arrive, vous démarrez les négociations et vous échouez. Et on vous laisse en tant qu'autorité. Mais c'est un affront en quelque sorte. Ce qui veut dire que le lobby n'a pas été fait, le management n'a pas été fait, et la médiation qui devrait conduire, parce que vous savez, il y a des coulisses, des jeux de coulisses qui devraient être faits avant qu'on aille à la table de négociation. Et ça dit que ces jeux n'ont pas été véritablement faits, et ça dit que les violons n'ont pas été accordés avant qu'on ne fixe la date, l'heure, pour se retrouver. Alors ça ne fait pas des questions. Oui, c'est des questions dont on aura les éléments de réponse, puisqu'il y a un acte, pas des mondes sur le plateau. Tadoua dit du moins que s'est-il passé. Beaucoup ont dit qu'il s'est agi presque de petits désordres au niveau des acteurs eux-mêmes. D'autres en jettent encore la pierre à l'autorité qui n'aurait pas travaillé dans les coulisses. La réalité des faits, c'est quoi? Merci. Je remercie Dieu que ça s'est passé devant moi et c'était moi qui étais l'auteur de la personne qui a pris cette décision de faire sortir tout le monde dans la salle. Vous étiez celui qui a pris l'initiative et puis voilà. Et en tant qu'un-président, je vous remercie par rapport à cette question parce que le ministre nous a invités il y a des mois pour toiletter cet arrêté ensemble dans son bureau. Et de nous, on dit, nous sommes plus de 4000 personnes qui importent des véhicules. Donc il y a plusieurs structures des syndicats qui se retrouvent dans la filière. Donc on s'est retrouvé d'abord à 4 dans son bureau
On se pose des questions, pourquoi on n'invite pas tout le monde? Et on nous dit, voilà, on veut toiletter l'arrêté, l'ancien arrêté, pour qu'on puisse sortir de nouveaux arrêtés. Bon, on a dit, voilà, sortir-nous de l'ancienne, et puis qu'on puisse sortir, et puis toiletter, rubrique par rubrique. Ils nous ont dit, non, que nous n'avons pas le droit de sortir l'arrêté, et encore on veut nous parler uniquement que les transferts des véhicules, c'est ça qui nous concerne. On a dit, mais monsieur le ministre, nous sommes dans un couvent ici ou quoi? Parce que tout ce qui se trouve dans l'arrêté revient à l'importateur de véhicules d'occasion. Donc tout ce qui gêne nos clients et qui nous gêne, on doit vous en parler de rubrique par rubrique. On nous a dit blocus et nous avons compris que c'est un système de dictature que le ministre nous imposait avec son directeur cabinet et son DP. Donc on a resté bouche fermée et on n'a parlé rien que des transferts de véhicules d'occasion. Voilà l'arrêté qui se trouve devant moi. Il n'y a pas que le transfert de véhicules d'occasion qui se retrouve dans l'arrêté. Il y a plein de choses qui concernent l'importateur. Donc voilà le premier coup que nous avons reçu. Et quand moi je suis en tant que président, je suis allé à la base, j'ai rendu compte de ce qui s'est passé. Donc tout le monde dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc en sortant dans la salle, on dit voilà, c'est le tour des gestionnaires de parc le soir, à 16h. Donc je me suis retrouvé encore dans le groupe des gestionnaires de parc. Gestionnaire de parc. Et on s'est retrouvé encore à 4. Il se pourrait qu'on se retrouvait à 2, parce que j'ai forcé la main à l'une de mes collègues pour dire non, il faut qu'on aille. Et je suis parti aller le chercher. Donc on s'est retrouvé à 4. Avec toutes les plus de 60 parcs qui se retrouvent au Bénin, il n'y a que 4 gestionnaires de parcs qu'ils ont invités pour toiletter l'arrêté ensemble. Et la même chose s'est passée en disant qu'on ne veut plus que parler que de gardiennage avec vous. Donc, et les autres rubriques ne nous concernent pas. L'autorité vous a expliqué pourquoi? Ils ont dit non, que ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre ressort. Ce qui nous concerne, c'est le gardiennage et c'est tout. Donc, ils s'imposaient à nous. En sortant, on a dit, bon, comme c'est un système de dictature, donc on attend pour voir ce qu'ils vont nous sortir dans l'arrêté. Voilà. Par la grande surprise, ils nous ont sorti l'arrêté. Nous avons retrouvé qu'ils ont toiletté l'arrêté sur mesure. C'est-à-dire, à la manière de satisfaction, on appelle ça le second fou du roi, parce que c'est les gens, tout ce qu'on retrouve ici, c'est le remerciement de politique. Remerciement politique. Voilà. Mais c'est des choses, quand on se rappelle un peu le début des crises que la filière a connues, ça fait partie des couacs qui ont conduit la filière là où elle est aujourd'hui et qui hier avait été dénoncée. Vous n'avez pas porté par courrier ces problèmes à l'attention de l'autorité? Vous savez, on a envoyé plusieurs courriers au ministre du Transport, au ministre des Finances, au ministre du Commerce. Bon, on n'a jamais eu de réponse. Donc, nous avons souhaité que nous restons en discussion, en débat, parce que nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des commerçants. Nous, on peut faire que nous rentrons dans les discussions de rubrique par rubrique de notre activité pour qu'ils comprennent. Mais si les gens refusent à nous écouter, ils nous disent, ouais, on connaît tout déjà, on a déjà fait les enquêtes, on connaît tout déjà. Mais si vous connaissez tout, pourquoi vous nous invitez? Si vous connaissez tout, donc vous faites tout, vous le faites sans nous. Mais nous, on ne peut pas accepter qu'on nous invite et qu'on nous interdit de parler sur les choses importantes qui nous concernent. Voilà, c'est notre problème. Et pour la grande rencontre où voilà, pour la grande rencontre, c'est ça le mal. Le mal, on a adressé un courrier, après la sortie de cet arrêté, nous avons adressé un courrier, tous les gestionnaires, importateurs de véhicules, on a adressé un courrier au ministre. Donc, si on nous envoie un courrier, qu'on nous invite, et s'il n'y a pas l'ordre du jour, nous entendons que peut-être c'est la réponse de notre courrier, c'est pourquoi on nous a invités. Donc on vous a invité sans ordre du jour? Sans ordre du jour. Donc si on est là... Vous êtes sûr ou très vous sûr. êtes trompé? On ne s'est pas trompé, il n'y a pas l'ordre du jour. Il n'y a pas l'ordre du jour dans l'invitation. Donc, quand on était là, bon, on a attendu d'abord plus d'une heure du temps. On nous a dit 15h, le ministre est arrivé peut-être après 16h. D'abord qu'il nous manque de respect, parce que nous sommes des opérateurs économiques. Il rentre dans la salle même sans demander des excuses. Et puis, bon, il se monte, il dit, voilà. Et on veut nous présenter les schémas de Bénin Contrôle. Et il a présenté d'abord la situation de pourquoi on est là. Et on a un porte-parole, parce qu'on s'est réunis le matin.
on a un porte-parole. Le porte-parole disait que, bon, nous, on ne se retrouve pas dans tout ce que vous avez dit. Et nous, on n'est pas prêts à vous écouter tant que vous ne nous écoutez pas. Nous avons les doléances avant tout ce que vous allez nous présenter, tout ce que vous avez fait sur le terrain. Nous avons d'abord notre doléance. Et vous devez nous satisfaire d'abord avant de se présenter sur le terrain. Quelle a été la suite? La suite, on s'est entendu que, bon, il faut qu'on sorte de la salle. Quand vous avez dit ça, l'autorité ne vous a pas suivi? Il n'a pas répondu. Et moi, je me suis levé. Automatiquement, je me suis levé. Je suis sorti dans la salle. Voilà que le ministre prend la parole. Je ne sais pas s'il y a un responsable. Vous m'excusez le thème. Moi, je me pose la question comment le président de la République veut aller choisir quelqu'un comme ça pour être ministre. Il vient, il parle, il dit voilà le monsieur qui sort dans la salle. C'est avec lui que nous avons toiletté l'arrêté, cet arrêté. C'est avec vous? Avec moi. Qui a toiletté l'arrêté? Qu'ils ont toiletté l'arrêté. L'arrêté dont vous avez dit quelques pans seulement vous ont été présentés. Il dit c'est avec moi qu'on a tout fait. Pendant des jours, je viens souvent dans son bureau, on travaille ensemble. Et voilà qu'aujourd'hui, maintenant, je suis en train de sortir dans la salle et je vais amener les gens à ne pas faire cela. Ce monsieur n'est pas sérieux. On a travaillé ensemble. Bon, moi, j'attendais mes collègues de sortir. Je suis rentré dans la salle encore pour dire qu'est-ce que vous faites encore là. C'est là où j'entendais ce qu'il disait. Et quand on a fini de parler, je lui ai demandé, s'il vous plaît, monsieur le ministre, il faut que je réponde par rapport à ce que vous avez dit. On dit que je ne réponds pas. J'ai dit si, je dois répondre. Parce que vous parlez de moi. J'ai dit, monsieur le ministre, je veux comprendre ce que vous appelez toiletter ensemble l'arrêté ministériel. On était dans votre bureau, on était 4 dans votre bureau, et on nous imposait qu'on va parler uniquement que le transfert des véhicules d'occasion. Alors, je vous pose la question, monsieur le ministre, c'est ça que vous appelez toiletter ensemble l'arrêté? Le soir, je suis dans le groupe encore des importateurs, des gestionnaires de Pâques. On était 4 parmi plus de 60 Pâques qui se retrouvent au Bénin. On n'était que 4. Et vous avez dit la même chose, que nous allons parler uniquement que le gardiennage. Que nous avons compris que ce n'est pas les gestionnaires de Pâques qui font le transfert. Donc l'agent de transfert soit supprimé pour vous. Ça dit pour nous. Donc on a tout dit. Le ministre a dit non. C'est tout ce qu'on doit dire ensemble. Et les autres rubriques, ça ne nous concerne pas. Il dit, monsieur le ministre, c'est ça qu'on appelle toilettage ensemble de l'arrêté. Et quelle était sa réponse? J'ai dit, chers collègues, voilà la situation de ce qui s'est passé. Et le ministre ne peut pas nous dicter ce qu'il veut par rapport à notre problème. Donc si vous voulez rester à les écouter, de vous distraire, moi je ne suis pas dedans. Donc je suis sorti et tout le monde m'a suivi. Non mais, avant votre sortie, le ministre n'a pas répondu à votre préoccupation? Il n'a pas répondu. Il a demandé que Bénin Contrôle nous présente le schéma, comment il veut travailler sur le terrain. C'est ce qui les intéresse. Nous, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on n'a pas besoin de Bénin Contrôle pour relancer notre marché. Vous n'avez pas besoin de Bénin Contrôle? On n'a pas besoin de Bénin Contrôle on a besoin de quelqu'un qui va nous amener de l'argent et qui va nous amener les idées pour amener nos clients. Du très fumant dossier suspension du maire Liali, quelle appréciation peut-on faire? Chacun y va à sa façon, mais les hommes de droit ont tout autre lecture des faits. Nous retournons vers le juriste Raoul Glessoubé. Vous, quelle appréciation faites-vous de ce dossier encore très fumant, comme je le dis? Merci Joël, et je voudrais saluer Maître Ononala et saluer effectivement par ailleurs vos téléspectateurs et leur souhaiter bonne journée dominicale. C'est vrai, c'est un sujet qui dérange compte tenu de la personnalité qui est en cause et compte tenu des antécédents qu'on a eu à observer entre le pouvoir en place et cette personnalité. Il ne vous aura pas échappé que le chef de l'État lui-même a dit à une occasion que le gouvernement n'entretient pas de bons rapports avec la mairie de Cotonou. Cela dit, qu'ils vous souviennent que sur ce même plateau, j'avais dit que le gouvernement fasse, lorsque vous m'aviez invité au sujet des audits en cours dans certaines collectivités locales, voyant la main invisible du pouvoir pour sanctionner politiquement certains maires, je vous ai dit,
Si telle est la convenance du pouvoir, il y a la possibilité qui lui est offerte par les dispositions des articles 54 et suivants de la loi 97-029 qui lui permettent ces dispositions de suspendre des maires à son bon vouloir au regard des fautes que ces derniers auraient commises. Et j'ai dit en l'espèce qu'une simple violation des règles de déontologie administrative serait suffisante pour suspendre un maire. Et ça n'a pas raté. Vous voyez les arguments évoqués par la préfecture pour consacrer les fautes lourdes. Vous avez vu, entre autres, la violation des règles de déontologie administrative. Bon, pour mettre le sujet dans son contexte, je dirais que les textes ont prévu la procédure de suspension d'un maire. C'est clair, sans équivoque. Mais pour le cas d'espèce, il y a à voir un empressement qui dérange un peu, qui peut apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que c'est une sanction politique. Parce que déjà... À quel niveau? On y revient, mais très rapidement, vous permettez, on va recueillir l'avis, la première réaction de l'avocat sur le sujet. Vous avez suivi, comme d'aucuns, cette suspension prononcée pour des fautes quand même suffisamment graves, à en croire les rapports parvenus et qui ont circulé ça et là. Merci Joël, merci de me saluer. Je vous retourne le compliment, merci Blessoubé, dont j'ai entendu l'exposé technique et qui édifie davantage sur l'environnement juridique et le contexte. Je ne vais pas me contenter d'apporter une appréciation de juriste, mais je suis également un citoyen et un analyste. Et je dirais que ce qui se déroule donne l'impression d'une confusion, d'une cacophonie et d'un acharnement qui nous font passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire amener l'édile à rendre compte de ces éventuelles fautes de gestion, dont on dit d'ailleurs qu'elles sont avérées, et au lieu d'emprunter les bonnes procédures au bon rythme, dans le bon tempo, de manière tout à fait neutre, on est en train de transformer un présumé coupable en probable victime, voire en héros. Parce qu'on n'a pas besoin pour écraser une mouche, puisque telles sont les intentions que l'on prête au pouvoir en place et qui ne l'a pas volé, on n'a pas besoin de tirer le canon. Le maire Léadi Soglo a commis suffisamment de bévues. Il y a eu des audits dont on nous a dit que les rapports n'étaient pas favorables. Il y a eu des reproches plus ou moins avérés du fait que l'édile n'aurait pas fait le bon choix à l'occasion de l'élection présidentielle de 2016. On essaye de le déstabiliser en tant que chef de son parti. La question est d'actualité. Des audits qui auraient pu donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, mais on a décidé, pour des raisons qui nous échappent pour le moment, d'accélérer le processus et d'obtenir l'éviction du maire dans le cadre d'une procédure sommaire expéditive, peut-être fondée en droit, mais très critiquable dans la manière et le rythme dont les choses se sont déroulées. Donc je dirais que tout ceci donne l'impression d'un acharnement, d'une persécution, et la manière de procéder peut occulter la véracité des fautes commises et qu'on peut très facilement imputer à M. Léadi Soglo, comme à beaucoup d'autres maires, mais il y a un malaise. L'impression donnée au fait, quelle lecture exacte peut-on donner? Blessoubé soulignait tout à l'heure que dans la procédure, il y a arrêté. Vous avez la parole. Merci. Je parlais d'empressement. L'empressement se situe, de mon point de vue, à un ou deux niveaux. Premier niveau, dans la procédure, quand vous lisez l'article 56 alinéa 2, le législateur exige le principe contradictoire en matière de reproche, ce qui est normal. Et lorsque le maire commet des fautes lourdes, il faut l'amener, il faut l'auditionner et l'amener à s'expliquer par écrit sur les faits qui lui sont reprochés. C'est vrai, il a été auditionné. Est-ce qu'il a eu l'occasion de s'expliquer sur les faits qui lui ont été reprochés vrai, il a avant d'aller à la suspension? À ma connaissance, non.
vous voyez, la situation, le gouvernement ou la préfecture, à travers le CDCC, peut avoir pleinement raison au regard des fautes peut-être commises par l'intéressé. Mais cet organe aurait péché en ne permettant pas à l'intéressé d'apporter son droit de réponse. Ouais, le droit à la défense est un droit sacro-saint en matière de défense. L'avocat peut vous contredire, mais évoluez, on va l'écouter. En matière de condamnation, parce que présumé coupable, présumé innocent. Bon, maintenant, l'impression que le gouvernement a donnée, c'est que tout le monde constate, au regard des antécédents que je soulignais tantôt, qu'il y a un acharnement. Et c'est cet acharnement qui a justifié le forcing observé pour atteindre un but. Alors qu'on aurait pu respecter toutes les étapes de la procédure, qui ne s'en sortirait pas le maire Liadis Soglo, parce que peut-être il a des fautes qui sont avec. Parce que les fautes, tous les maires les commettent tous les jours que Dieu fait. Et j'ai dit sur ce même plateau, quand vous m'aviez invité, j'ai dit, il n'y a pas un seul maire qui puisse échapper à la procédure de suspension. Un seul maire qui, même avec un mois de gestion, difficile d'être. J'ai dit, une simple violation de règles de déontologie administrative. On a parlé de délibération pour lesquelles on n'a pas respecté l'approbation ou la non-approbation du préfet, etc. Donc, vous voyez, l'empressement là pose un problème. Je vais vous donner un exemple pour corroborer ce que le maire de Porte-Novo, Zossou. Oui, c'est un exemple que beaucoup ont cité. Bon, moi j'ai dit, par exemple, il paraît qu'il a payé même une caution pour s'en sortir. Oui, je vous le confirme, il a payé. Bon, il a payé une caution. Il a eu, il paraît-il, suffisamment de temps pour se défendre. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant pour le suspendre, pour qu'il aille répondre de ce qu'on lui reproche devant la justice. Mais pourquoi on n'en est pas arrivé là? C'est pourquoi on a comme l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures, qu'il y a une sanction politique sélective en fonction de ce que certains maires ont fait par le passé et continuent de faire. Ceux qui font allégeance, qu'on ne donne pas l'impression que ceux qui font allégeance au pouvoir en place pourraient organiser leur impunité et que les autres qui résistent à faire allégeance pourraient être victimes de la sanction politique. Parce qu'en temps, ils n'ont pas soutenu le pouvoir en place. Et c'est ça qui fait que tous les maires, presque dans ce pays, ceux qui ont soutenu le pouvoir qui est là ou pas, sont obligés de faire allégeance parce qu'ils savent de quoi le pouvoir serait capable lorsqu'ils vont résister. Donc ça pose un problème pour la République en matière de respect des tests. Ah oui, ça pose un problème très sérieux. En entendant peut-être interpeller le législateur, parce que s'il faut faire un test qui obligera tout le monde finalement à regarder dans la même direction, c'est un gros piège. Même pour qui est vraiment avisé, accepter être maire, ce n'est pas évident. Mais on évoque ici et constamment la question du droit à la défense. Qu'en est-il dans ce dossier? Le droit à la défense est un droit fondamental et qu'on peut interpréter de plusieurs manières. Je pense que le droit à la défense, c'est le droit au dilatoire. Et les poursuites, par moment, très souvent d'ailleurs, nécessitent une rapidité. Il y a du pour et du contre dans toutes les thèses, dans toutes les positions. Toujours. Toujours. Il y a du pour et du contre. Et c'est pour ça que moi, je vais m'extraire de ces contingences pour parler de la loi et de l'esprit de la loi. Allez-y. La loi, c'est les textes qui sont plus ou moins mal rédigés, et en particulier les textes sur la décentralisation et sur la tutelle pesante et encombrante de l'exécutif sur les élus des collectivités locales est quelque chose à revoir. Parce que pour travailler à la tête d'une mairie ou ailleurs, il faut être quand même plus ou moins libre. Donc, il y a déjà ce problème qui se pose. Vous demandez que ce soit révisé, c'est très bien, j'accompagne le mouvement, mais par quel législateur? Par des législateurs tout aussi soumis. Est-ce qu'il y a un jeu d'influence, etc., qui fait que personne n'ose affronter? Donc, je vous parlais de la loi, de l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, ce n'est pas de servir de chicotte pour alimenter la chicane. On ne peut pas laisser les élus incontrôlés. Il y a des mécanismes apaisés et apaisants de reddition des comptes. On ne peut pas empêcher l'autorité, l'exécutif, de demander, ou même aux citoyens, de demander des comptes à leurs élus, mais c'est toujours là la manière de procéder qui pose problème. Voyez-vous, les cas entre le maire de Porto-Novo et celui de Cotonou sont totalement différents. Le maire de Porto-Novo n'avait jamais été persécuté.
le maire de Porto-Novo a répondu à une convocation certainement inspirée par le procureur de la République et a déposé une caution dans le cadre de poursuites d'infractions pénales. Et si on veut faire, dans le cas du maire de Cotonou, c'est une procédure administrative qui a débouché de manière peut-être précipitée sur des velléités de poursuites pénales et cette levée de bouclier. À la différence du maire de Porto-Novo, le maire de Cotonou faisait déjà l'objet d'assauts, plus ou moins de déstabilisation. Voyez-vous, ce n'est pas pareil. Et donc, il y a toute cette ambiance qui ne permet plus d'apprécier ce que j'appelle l'esprit de la loi, qui voudrait que l'on rende compte quand on a commis des fautes, mais qui là donne l'impression d'une vendetta. C'est pareil aussi pour la justice. Vous ne pouvez pas empêcher un pouvoir en place, puisque je vais vite en disant que le procureur de la République apprécie l'opportunité des poursuites. Donc il ne peut pas y avoir de poursuites systématiques et il ne peut pas y avoir non plus d'impunité. Donc tout se justifie. C'est l'ensemble des prises de position, etc., qui nous permet de dire, attention, l'esprit de la loi, ce n'est pas de l'instrumentaliser pour régler des comptes politiques. L'esprit de la loi, c'est demander des comptes lorsque les fautes sont avérées. Le maire de Porto-Novo n'était pas en place depuis aussi longtemps que le maire de Cotonou. Il y a beaucoup d'éléments. En tout cas, le débat autour de la question de la suspension reste tout entier et laisse comme un goût d'inachevé. À plus d'un, on en est là quand, par la suite, c'est une perquisition. D'abord, une visite domiciliaire suivie d'une perquisition. Et là, l'imbroglio était total. Vous avez suivi la suite des événements. Beaucoup de têtes fortes du pays ont dû descendre au domicile de l'intéressé. On a eu dire que l'épouse du maire a été brutalisée. Une certaine confusion qui ne dit pas son nom. Et là, on a entendu parler d'enlèvement, puis d'arrestation manquée. On a vu un certain nombre d'avocats monter au créneau. Robert Doussou, ça dit quoi là-haut? Fustiger la République qui serait en danger. Vous avez suivi cette scène avant l'intervention du garde des Sceaux, comment vous-même? Bon, écoutez, moi, je voudrais dire deux ou trois choses. Oui. Première chose, il faut que nous ayons l'habitude de respecter les institutions de notre pays. Ça, c'est fondamental. Ouais, il n'y a pas de sous-homme dans une république. Et tous les hommes sont égaux en droit. Cela dit, deuxième chose, c'est que c'est vrai, j'ai observé, comme tout le monde, sur une chaîne de télévision de la place, que Madame Liani Soglo, j'ai observé qu'elle a été violentée. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux et je pense que c'est pas bon. Mais au même moment, je dis quel était son comportement pour qu'on en arrive là. Et c'est ça qui faisait mon opinion sur le premier point. Respectons les institutions, puisque quand vous avez des assermentés de la République qui viennent pour une cause, parce qu'il s'agit de la perquisition, il faut pouvoir leur permettre de faire le travail pour lequel ils sont là. Avant de vous laisser poursuivre. Troisième chose. Oui, je vous laisse dire la troisième chose. Je vous pose une question. Troisième chose que je voulais dire, oui, c'est les personnalités, le balai de personnalités. Ah, on en revient avec votre permission. Okay. Mais sur la deuxième chose qu'il a évoquée tout à l'heure, oui, il a souligné clairement, lorsque vous avez des gens assermentés qui viennent pour faire un travail, il faut les laisser faire. Mais là, on a suivi les intéressés tenir certains propos qui ont emballé un peu les citoyens et qui ont fait dire, on vit souvent ça. Et c'est encore vous, homme de droit, qui êtes interpellé. Est-ce possible de venir dans une maison quand on est assermenté sans être en mesure d'exhiber la preuve d'agent assermenté qu'on est? Il paraît que les intéressés étaient en civil, qui n'ont pas exhibé. On est dans un pays où les textes de loi ne sont pas connus de tous, même si nul n'ignore la loi. Écoutez, je vais essayer de lever quelques ambiguïtés. N'oubliez pas le troisième point. Ce qui est circulé. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est en dessous. Cette polémique que j'ai entendue, disant qu'il faut un mandat de perquisition, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas dans notre code de procédure pénale qu'il faut nécessairement exhiber un mandat. Si l'on doit perquisitionner à la suite d'une plainte, par exemple, contre un vol qui vient de se commettre,
et que l'auteur présumé est localisé, si on doit aller chercher un mandat comme dans les films américains pour surprendre les produits, on ne s'en sort pas. Donc la légende des mandats, c'est dans les séries américaines. Alors, l'agent assermenté, il est au moins. Et ce n'est pas l'agent assermenté, il s'agit de policiers, d'officiers de police judiciaire. Tout ce qu'on peut exiger d'eux lorsqu'ils se présentent en civil, c'est d'exhiber leur carte d'officier de police judiciaire. Ils ont parfaitement le droit de venir en civil et c'est d'ailleurs indiqué dans ce cas pour ne pas attirer l'attention.